Comment ça j'ai l'air con avec mon casque? Non mais, les mecs, c'est Game of Thrones. Vous savez ce qui arrive aux gens qui mettent pas de casque, n'est-ce pas? Bon. Bon, allez, pour cette fois, on va pas en mettre. Mais je ne garantis rien pour les prochaines vidéos. On se retrouve sur l'analyse du deuxième trailer de la saison 6, alors oui. Vous allez me dire, quoi, mais ce trailer il est sorti il y a des semaines, bon voilà, mais je sais bien, j'ai pas d'excuses. Non, bon, allez, on va dire que c'est, voilà, pour se remettre dans le bain juste avant que l'épisode sorte, d'accord? Bon, voilà. Alors, ce trailer était super intéressant parce qu'il y avait moyen de choper plein de petites informations par-ci par-là, en regardant un petit bout d'image, en écoutant un petit peu ce qui se disait. Et justement, comme le trailer a fonctionné en images comme ça, superposées de manière très fréquente et très rapide, et bien voilà, il y avait plein d'informations qui popaient un peu partout. Je vais donc diviser cette analyse donc en plusieurs points géographiques de manière un peu à localiser les différents événements qu'on peut voir dans ce trailer. Premièrement, on se retrouve à Port-Réal ou King's Landing. Pour la petite précision, je dirais Port-Réal pour simplifier. Donc on se retrouve à Port-Réal, capitale donc des 7 couronnes et donc chef-lieu si on peut dire hein, des terres du roi. Plusieurs petites images nous rapportent à la ville de Port-Réal et elles nous donnent un aperçu des événements qui vont se dérouler donc à la capitale. Donc, premièrement, qu'est-ce qui se passe du côté des Lannister? Alors on voit Jaime qui est en prise avec le High Sparrow, enfin le moineau on va dire, et on voit plusieurs scènes où il est en confrontation avec donc le High Sparrow dans le grand septuaire ou le septister, enfin je sais pas comment on dit, je crois que c'est septuaire. Et c'est le septuaire de Balor, hein. Oui c'est ça. Ah je sais plus. Et donc en fait il est entouré donc d'une espèce de petite milice voilà, à la fois militante. Donc je pense que c'est une scène que l'on verra juste avant l'attaque des Tyrell, j'y viens juste après, et Jaime sera en prise avec The High Sparrow afin de lui demander des comptes. L'idée est de nous faire croire que Jaime serait en danger, mais bon j'y crois pas trop vu qu'on le voit juste après, dans une autre scène, bon... J'en parlerai juste après, mais il est plus du tout à Port-Réal. En ce qui concerne Cersei, on la voit avec Tommen, en gros, son fils, donc Tommen, et qui est en train de le remonter un petit peu contre ses ennemis. Et ça nous donne un petit peu un aperçu de ce qui va se passer avec les Lannister. C'est-à-dire que les Lannister, là, ils sont de plus en plus acculés, en fait, par tout le monde. Et du coup, ils vont tendance, comme un animal blessé un petit peu, ils vont avoir tendance à justement, retrousser leurs crocs, leurs griffes plutôt, voilà, retrousser leurs griffes, pour mieux se protéger de leurs ennemis, et je pense que du coup de ce point de vue là les Lannister vont se regrouper entre eux et être beaucoup plus défensifs, beaucoup plus sur la défensive. Il y a un personnage qu'on ne voit pas du tout dans le trailer, c'est Kevan Lannister. Rappelez-vous c'était ce mec qui était sorti comme ça là, qui avait dit en gros va te faire foutre à Cersei d'une manière assez badass, et qui avait quitté le conseil, le petit conseil, et il était retourné à Castral Rock, mais on l'avait vu à la toute fin de la saison 5, il était revenu en tant que je crois main du roi. Bon, où est-il passé? On ne sait pas. Moi, je sais que dans les livres, ce personnage, spoiler livre, se fait assassiner, mais bon, fin du spoiler livre. Voilà. Donc, qu'adviendra-t-il dans la saison 6 donc, de ce personnage? Le trailer ne nous dit absolument rien là-dessus. On voit à un moment un homme de la foi se faire transpercer par une grosse lame, et on distingue une armure de la garde royale, donc je pense effectivement qu'il s'agit de Robert Strong, hein, c'est la montagne, hein, techniquement, je ne l'apprends à personne. Et donc du coup, ça me fait penser, toujours dans cette idée, dans cet esprit donc, de duel judiciaire, qu'il y aura un combat entre le champion de la foi et le champion des Lannister, enfin de Cersei, mais qui nous dit que ce lambda là, ce random, sera le champion de la foi. Peut-être que c'est un connard là, qu'on ne sait pas qui c'est, qui a voulu s'attaquer à Robert Strong, je ne sais pourquoi, et évidemment, voilà, ça s'est mal passé, évidemment. Un autre petit plan me fait penser à Robert Strong puisqu'on voit une immense silhouette casquée se faire poignarder par derrière. Et je me dis, est-ce qu'il s'agirait d'un homme qui aurait été chargé, je ne sais par qui, d'assassiner donc le garde du corps de Cersei. Alors, premièrement, je pense que ça n'aurait pas marché parce que, comme on le sait, hein, c'est un zombie, donc je pense pas que cela suffise donc pour le tuer. Mais c'est pas forcément Robert Strong, ça peut être quelqu'un d'autre, et dans ce cas-là, je ne sais pas qui c'est parce que des personnages casqués comme ça, c'est souvent les gardes royaux, donc bon, on verra bien. Enfin, du côté des Tyrell, on voit un petit moment avec donc Margaery et Loras qui se retrouvent donc dans les prisons. Eux aussi vont avoir, vont avoir des problèmes avec la foi, il devra aussi y avoir un duel judiciaire pour eux. Sauf que, et ça m'amène donc au deuxième plan, il y a quand même d'autres choses qui se passent avec les Tyrell dans la capitale, et ce qui pourrait justement sauver peut-être Margaery et Loras. Donc le deuxième truc à parler à propos des Tyrell, il s'agit donc de l'arrivée de l'armée Tyrell en ville, face au septuaire,
est mené donc, ce n'est plus un secret, donc par Maz Tyrell, c'était lui donc le personnage mystère avec son casque plumé. Et donc je pense qu'à partir de là, alors dans le livre c'était Randyll Tarly hein, qui se rendait à Port-Réal, ici c'est Maz Tyrell et je pense d'ailleurs que Randyll Tarly sera utilisé pour une autre intrigue, donc qui ne sera pas du tout à Port-Réal. Toute cette affaire elle risque de se régler dans le sang hein, parce que on a d'un côté une foi militante qui est certes assez ridicule mais qui est quand même très agressive et d'autre côté une armée professionnelle et complètement en surnombre. Donc voilà, je pense que ça va se régler un petit peu dans le sang, toute cette affaire. Deuxième région, c'est le Trident, ou le Conflant, hein, comme vous voulez, c'est-à-dire la région natale donc, de Catelyn Tully. C'est également la région des Frey et de tous les mecs qui étaient alliés au nord pendant la guerre des 5 rois. On voit donc un bref retour aux Frey, ils sont donc aux jumeaux et il y a toute une garnison de Lannister, de soldats Lannister qui sont avec eux. Donc ce qui est intéressant c'est qu'on peut voir le retour de Walder Frey dans l'histoire et est-ce que ça équivaut à une conclusion de cette intrigue là? Ça peut être énorme, mais en même temps cette image-là, elle nous dit que Sansa ou quelqu'un d'autre va pouvoir enfin se venger donc des Frey durant cette saison. On voit que la campagne donc, qui se déroule au Trident va être prolongée puisqu'on voit une armée Lannister menée donc, et c'est pour ça que je disais que Jaime ne risquait rien au septuaire donc dans la scène à Port-Réal, parce que c'est forcément la scène où on le voit arriver à Port-Réal qui précède celle où il est donc au Trident. Et au Trident, on le voit armé avec une armure Lannister. Donc je me dis qu'il va y avoir une bataille entre les loyalistes Tully, hein, ceux qui seraient donc encore pour les Stark et Edmure Tully, et donc les Lannister et évidemment les Frey. Donc j'aimerais bien retrouver un personnage qui ça fait hyper longtemps qu'on l'a pas vu, c'est Brynden Tully. Vous savez donc c'est l'oncle hein, de Edmure Tully il me semble, et qui en gros était le personnage le plus badass du Trident. Et j'aimerais bien, voilà, j'aimerais franchement bien le revoir ce mec là. Il est possible que ce sera lui qui mènera, alors on l'a pas vu hein, mais que ce sera lui qui mènera les forces Stark, enfin loyalistes Tully et Stark, contre donc les Frey soutenus eux-mêmes par les Lannister. On voit un bref instant Brienne et Pod. Brienne, elle se trouve à Riverrun, on peut voir ça donc au drapeau que l'on peut voir dans le château dans lequel elle se trouve. C'est le blason des Tully bien sûr, et on voit quelques soldats Tully dans le fond. On voit que Pod, lui, se fait étrangler brièvement donc dans un camp qui semble être le camp Lannister. Donc il va voilà toute une intrigue qui va se dérouler au Trident, et je pense que ce sera très intéressant. Enfin, j'ai une information un petit peu flash comme ça, je sais que l'acteur qui jouait Thoros de Myr va revenir cette saison. Donc le personnage de Thoros c'est un personnage que j'adorais vraiment. Rappelez-vous, c'est ce prêtre rouge là, qui pouvait réanimer les gens dans la confrérie sans bannière. Donc le retour de ce personnage, pardon, sonnerait peut-être le retour de la confrérie sans bannière. Et qui dit retour de la confrérie sans bannière dit autre chose. Attention spoiler pour ceux qui n'ont pas lu le livre. C'est bon? Quand j'aurai terminé le spoiler, je ferai ça, d'accord? Donc baissez le son et voilà. Donc, est-ce que cela veut dire que c'est l'introduction enfin du personnage de Lady Stoneheart ou Lady Cœur de Pierre, qui est en fait le corps réanimé donc de Catelyn Tully? Alors, il y a une autre scène qui pourrait faire penser à ce personnage, c'est justement le moment où on voit Littlefinger qui rencontre quelqu'un. Il a l'air assez choqué, et justement, qu'est-ce qui pourrait choquer plus que tout Baelish, c'est de revoir l'amour de sa vie en version zombie. Donc voilà, j'ai fini le spoiler sur Lady Cœur de Pierre, donc les mecs, remettez vos écouteurs. Bon, ensuite on va se diriger vers le nord. Donc au nord, il y a toute une guerre qui se prépare entre les Bolton et les sympathisants Stark. Donc on a un moment la préparation d'une bataille avec différents bûchers. Comme il y en a plusieurs, le premier trailer ne vous est pensé comme il n'y en avait qu'un seul, hein, que ça pouvait être un personnage important. Là comme on en voit plusieurs, je pense que ça va être des mecs random, des lambda, des mecs avec peu d'intérêt. On voit donc d'autres passages avec les Bolton qui tirent des flèches ou qui sont en train de se protéger avec un mur de pique devant les sauvageons qui les attaquent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à la fois qu'il y a des sauvageons qui attaquent les Bolton, mais on sait par d'autres images dans le trailer qu'il y aura également des soldats venant d'autres maisons du Nord. En parlant des sauvageons, on voit aussi qu'ils tentent de reprendre Château Noir, et ce qui nous mène donc à une autre image et un autre petit teaser qu'on avait eu, c'est que Château Noir est sous l'emprise donc de Alistair Thorne, qui est c'est lui qui a organisé, enfin, a priori, hein, c'est lui qui a organisé donc la mort, l'assassinat, le guet-apens à l'encontre de Jon Snow. Et justement, cette scène avait été alimentée par un teaser où on voyait donc enfin ce qui se passait entre Davos et Alistair Thorne et les mecs de la garde de nuit. On voyait qu'en fait, Davos et certains autres mecs de la garde de nuit étaient en train de protéger le corps de Jon Snow dans une salle fermée. Et de l'autre côté, on voyait Alistair Thorne avec un mec avec une hache qui était en train d'essayer d'ouvrir la porte pour pouvoir, sans doute se débarrasser une bonne fois pour toutes, ou peut-être livrer le corps à je sais pas qui, donc du corps de Jon Snow, et voilà, et peut-être lui couper la tête, j'en sais rien. Mais enfin, peut-être prévenir le fait qu'il pourrait être ressuscité. En parlant de Davos justement, il y a une autre scène très intéressante où on le voit dans un grand hall en train de dire
ouais, les morts arrivent, bon blablabla. C'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est les blasons qu'on voit derrière. Et oui, ce sont des blasons à l'emblème de Mormon, c'est-à-dire l'ours comme ça, là, sur fond vert, l'ours noir sur fond vert, enfin sur fond de sinople. Si vous connaissez... Ah, techniquement, ce serait de sinople... attendez, ce serait... sinople avec un ours de sable, parce qu'avant le noir se disait sable et le vert se disait sinople. Enfin bref, peu importe. Ici ce que je veux dire c'est qu'on voit Davos avec les Mormons, ce qui veut dire que Davos va peut-être aller voir un petit peu tous les loyalistes potentiels, donc Stark, et va leur dire, bon bah les mecs, venez quoi, il va faire du porte-à-porte techniquement, il va leur dire, bon bah allez, on s'allie tous contre les Bolton. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que Davos, finalement, c'est complètement dédié à la cause Stark, puisque finalement, il n'a plus d'armée Baratheon à soutenir et à suivre. Et apparemment, comme Stannis est mort, Davos, il est obligé de... voilà, il est un petit peu livré à lui-même, malheureusement. Au-delà du mur, maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, premièrement, tout simplement, on voit Bran, hein, qui est avec la corneille aux trois yeux, mais on voit un homme qui semble, à mon avis, qui est cette personne personnifiée, donc c'est la corneille aux trois yeux personnifiée. Je pense que c'est à partir de ces scènes que l'on verra des visions du passé, et donc entre autres la vision de l'événement de la Tour de la Joie, qui était un événement assez important donc durant la rébellion de Robert, qui met en fait en confrontation un petit groupe de Stark et de soldats Stark, dont Eddard Stark, donc Ned, contre un groupe donc de gardes Targaryen, de gardes royaux Targaryen. Alors on voit justement une scène avec une grande tour derrière et un espèce de mec qui se bat contre un soldat Stark. Ce mec porte une armure avec un casque qui ressemble pas mal au casque des gardes royaux de l'époque de Robert Baratheon, mais cette fois-ci avec une armure grise et un emblème donc des Targaryen sur l'armure. Ce qui fait penser en fait que ce personnage pourrait très bien être un garde royal Targaryen, enfin c'est quasiment confirmé en vérité, mais ce personnage pourrait très bien être justement pas n'importe quel garde, et un personnage très puissant que justement avait affronté Ned Stark, qui s'appelle Arthur Dayne. Ce personnage dans les livres, il est présenté comme une espèce de vraiment de grand héros avec une épée enflammée, enfin pas une épée enflammée, ça c'est Thoros de Myr, mais une épée qui reflète la lumière, quasiment. Et donc ce personnage pourrait être très badass, et ça pourrait donner lieu à un super combat entre Ned Stark et Arthur Dayne. Et le combat va se terminer de manière assez épique. Je vous spoil rien, parce que c'est un mini spoil, donc pas la peine de vous le dire. Mais en tout cas, voilà, c'est assez cool, et j'espère qu'on verra ça dans la saison 6. On voit également juste un petit bout avec Mara Reed, bon, elle est pas très importante, mais on la va faire comme ça. Est-ce que ça voudrait dire que Bran se serait élevé d'une quelconque manière? Je vous laisse deviner comment. 5e région, nous retournons un petit peu vers le sud, aux îles de fer. Là ici c'est très intéressant parce qu'on voit Pike, ou Pic comme vous voulez, donc cette espèce de château sur l'eau hein, formé de différents pics avec des ponts qui relient les différentes tours. Et à ce moment-là, on voit exactement le même plan de Euron Greyjoy. Ce qui est très intéressant, c'est que ça fait 2 fois qu'on nous met le même plan. Donc je trouve que ça contribue à vraiment construire de plus en plus de hype autour de ce perso. Ça montre que les écrivains veulent, enfin les auteurs veulent pas vraiment nous révéler beaucoup trop de choses sur ce personnage. Donc je pense que ça va être très intéressant, surtout pour ceux qui connaissent ce perso, vous savez à quel point il est badass. On voit également Yara, ou Asha Greyjoy, hein, pour ceux qui lisent le bouquin, et on la voit aux côtés d'un autre gars. Est-ce que ça pourrait être un autre personnage important du côté des Greyjoy? Je ne pense pas, parce que je crois qu'en fait le personnage de Euron va un peu conjuguer Victarion et Euron Greyjoy. Mais après, ça pourrait très bien être Victarion Greyjoy. Bon, ça m'étonnerait qu'ils s'en fassent un personnage de background, mais on sait jamais, franchement. Vu le peu d'informations qu'ils veulent laisser échapper à propos de Euron, ça m'étonnerait même pas qu'ils aient complètement, voilà, dissimulé l'arrivée de Victarion dans la saison 6. 6e région importante, ça y est, on va à l'est, hein, direction Essos, mais au nord d'Essos, où se trouve la cité libre de Braavos, donc. Donc on voit Arya qui se prend un coup de bois vert là, parce qu'elle a dit, en gros elle a menti, elle a dit qu'elle n'était personne. Et évidemment elle est encore quelqu'un, et je pense que ce sera très compliqué pour elle d'essayer de se défaire complètement de ses attaches personnelles et de ses souvenirs passés. Par la suite donc on la voit un petit peu s'entraîner, se battre, on la voit faire une espèce de retournée comme ça, c'est un peu ridicule d'ailleurs, mais enfin bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, ça reprend un petit peu ce qu'on voyait la dernière fois dans le premier trailer, c'est-à-dire que Arya qui sautait dans la rue comme ça, Arya, qu'elle voit ou qu'elle voit pas, est en train vraiment de véritablement donc de s'entraîner physiquement pour devenir l'assassin qu'elle rêve d'être finalement au sein donc du temple des 100 visages. Il y a également un plan intéressant, c'est on voit Arya qui se lève comme ça et elle a les yeux blancs, mais est-ce qu'elle voit finalement? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon pour les assassins sans visage de voir? De toute manière, moi mon avis, hein, c'est que cette cécité, elle est temporaire bien évidemment. On descend un petit peu le long de la mer et on arrive vers Pentos. Ensuite, vous allez vers l'est et vous avez la mer Dothraki. Donc vous savez, en ce qui concerne les Dothraki, il n'y a pas vraiment 36 000 endroits où les Dothraki se sédentarisent. Et là, on voit de l'architecture avec des chevaux, donc c'est très vraisemblablement Vaes Dothrak. On a 2 plans concernant les Dothraki. On voit premièrement
j'allais dire Arya, on voit Daenerys qui se retrouve face à une espèce de chamane ou je sais pas quoi, une prêtresse d'Dothraki, et elle semble qu'elle s'apprête à passer un rituel avec du feu. Et je me pose une question. Dans la première saison, on savait qu'il y avait une prophétie comme quoi le fils de Khal Drogo et de Daenerys serait celui qui montrait, je sais plus quoi, l'étalon des étoiles, je me rappelle plus exactement du terme en anglais, mais voilà, si vous voulez, c'était un petit peu ça, il y avait une prophétie par rapport au fils de Daenerys. Ce qui pourrait nous poser la question suivante, est-ce que Daenerys finalement ne va pas être maltraitée par les Dothraki justement parce que ces derniers croient quand même à cette prophétie et que justement ils ont envie de la garder pour son fils, le potentiel fils qu'elle pourrait avoir. Alors, petite information par rapport au livre, je sais que le Khal qui dirige donc le Khalasar qu'on a pu voir dans la saison dernière, c'est Khal Jako. Donc voilà, c'est gratuit, c'est juste voilà, le bonhomme à mon avis qu'elle rencontrera qui dirige tous ces petits Dothraki, c'est Khal Jako. Il était parti quand Khal Drogo avait commencé à devenir une espèce de légume. Donc je ne pense pas qu'il porte vraiment Daenerys dans son cœur. Par contre, ce qui pourrait sauver Daenerys, c'est l'apparition de Drogon au-dessus de l'armée des Dothraki. Alors pour ceux qui aiment les armes et les armures, on voit que les Dothraki ont des espèces de grands Quan Dao, là j'aime bien ces armes, donc c'est inspiré donc des arbres chinoises, donc pourquoi pas, hein, on sait que de toute manière les Dothraki sont un peu un mélange de beaucoup de tribus nomades, que ce soit les Sarmates, que ce soit les Mongols, que ce soit les Huns, donc voilà, ça fait du sens que c'est des armes un petit peu inspirées de la culture asiatique. Donc est-ce que Drogon va faire quelque chose contre les Dothraki, ou est-ce que justement il va juste se poser devant Daenerys et faire genre hey, salut, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On ne sait pas, à mon avis, bon, par rapport à ce qu'il y a dans le livre à propos de ça, il est possible que Drogon soit justement la clé pour sauver Daenerys. Après, est-ce que s'il va aboutir au massacre complet des Dothraki? Non, évidemment non. Mais par contre, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que Khal Jako se fasse bouffer par Drogon, et que de ce fait-là, tous les Dothraki se soumettent à Drogon, et de ce fait-là, à Daenerys. Alors là, allez, on descend, on va encore plus à l'est et au sud-est, et on retrouve Meereen, donc Slaver's Bay, la baie des esclavagistes. Et nous allons pouvoir voir des choses assez intéressantes par rapport à Tyrion. Premièrement, donc on voit Tyrion et, comment il s'appelle déjà, Varys, donc, oh là, non, le pauvre Varys. Et donc ils font face à une espèce de femme étrange, comme ça, on l'avait jamais vue auparavant. Je pense que ça pourrait être une prêtresse rouge, en fait j'ai vu quelques théories par rapport à elle. Et justement, on avait déjà vu Tyrion à Volantis qui avait croisé le regard d'une prêtresse rouge. Et justement, il s'était passé un truc un peu intéressant juste là parce que elle l'avait fixé comme ça et il s'était passé quelque chose de curieux entre les deux. Est-ce que ça nous révèle quelque chose sur la réelle identité de Tyrion? Il y a des chances. Et justement, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe à la fin de la bande-annonce. On voit justement Tyrion qui rentre dans l'antre dans lequel Rhaegal et Viserion, donc les deux autres dragons, à part Drogon qui avait été enchaîné dans la caverne, et donc il vient à la rencontre de ces deux autres dragons. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, un des deux projette une projection de flamme à l'encontre donc de Tyrion. Mais alors là, qu'est-ce que ça peut vouloir dire les amis? Eh bien je pense que Tyrion va survivre à ce jet de flamme, ce qui pourrait nous dire quelque chose de très intéressant là-dessus. Je vous laisse deviner. Qui sont les gens, les seuls humains dans Game of Thrones qui ont résisté au feu? Les Targaryens, merci. Ce qui pourrait donner enfin confirmation à la fameuse théorie qui dit que Tyrion est un Targaryen. Je pense qu'effectivement, la dernière image est clairement en train de nous dire ça. Personnellement, moi ça me gênerait un petit peu parce que, je veux dire, l'intérêt de Tyrion, c'est justement son intelligence, pas le fait qu'il soit un être exceptionnel. Et le fait que, ah oui d'accord, tous les mecs un petit peu exceptionnels dans l'histoire, c'est des Targaryens, bah ça ferait un petit peu genre, ouais, c'est le peuple élu quoi, et ça fait un peu chier, on aimerait qu'ils soient intéressants par leur talent et pas par leur sang. Enfin bon, voilà un petit peu tout ce qu'il y a à propos de Meereen, on voit bien un petit peu des bouts de Son of the Harpy, mais enfin bon, on s'en fout un petit peu, évidemment, je pense que évidemment, ça va être l'intrigue au cœur de la cité de Meereen, mais que je pense pas que ce sera encore très compliqué. Le seul problème à mon avis, c'est découvrir qui est le chef des fils de l'Harpie. Certains ont pensé à Daeron Harris, c'est vrai que ce serait intéressant, parce que ce personnage est fait de plein de mystères. Mais en même temps, Daeron Harris est parti, donc bon, qu'est-ce qu'on pourrait en dire, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Je ne sais pas trop. Enfin, donc, dernière localisation géographique où je vais vous emmener, on retourne vers l'ouest, au sud, et on retrouve la ville de Villevieille, ou Old Town, qui est, comme je vous le rappelle, la ville la plus vieille et la plus, il me semble que c'est la plus grande donc de tout Westeros, même encore plus vieille donc, que Port-Réal. Villevieille est très importante parce qu'elle est un petit peu le foyer de pas mal de cultures par rapport à Westeros tout entier, puisqu'il s'agit notamment donc du foyer de l'académie des maîtres ou des maesters, un petit peu comme Pycelle ou voilà. Et du coup, ça nous lie à l'histoire de Sam. Et pourquoi je vous emmène à Villevieille? Ben, tout simplement parce qu'on voit Sam qui est en bateau et qui a sûrement longé en fait la côte ouest pour... attendez que je dise pas de bêtises. Il est parti d'où? Bah non, plutôt de Eastwatch Bashdassi.
Bon, je réfléchis encore un petit peu, mais bref, peu importe. On voit donc Sam qui est en bateau et qui continue son voyage vers Outtown. À mon avis, c'est là-bas qu'il va rencontrer son père et sa famille, Ron Littlerly et compagnie. Alors j'ai vraiment hâte qu'on nous donne un peu plus d'informations sur ce qui va se passer avec Sam, parce que Ron Littlerly c'est vraiment un personnage extrêmement badass, hein. C'est quasiment un des... Enfin c'est j'allais dire c'est un Tyrell, non c'est un Tarly, mais enfin disons que c'est un serviteur de la maison de Tyrell, et c'est un des meilleurs militaires que Westeros ait connu. Il avait vaincu Robert Baratheon durant la rébellion de Robert justement. Donc maintenant on va pouvoir voir ce qui s'est dit dans la bande-annonce. Il y a quelques petites phrases comme ça qui sont passées durant la bande-annonce, et ce serait intéressant de les analyser. Alors bon, j'ai pas pris toutes les phrases, hein, parce que évidemment, certaines étaient un petit peu redondantes avec ce qu'on voyait à l'image, et puis bon, il y en avait qui ne révélaient pas vraiment grand chose d'intéressant. La première phrase qu'on peut retenir, c'est Tormund qui dit, enfin je crois que c'est Tormund d'ailleurs, hein. Alors bon, les phrases sont en anglais à la base, et je les ai traduites en français, donc c'est pas forcément une traduction officielle, hein, je vous préviens. Donc Tormund dit, je pensais que c'était l'homme qui nous guiderait durant la longue nuit, mais je me trompais. Alors intéressant, de qui il est en train de parler? On nous montre une image de Jon Snow... de Jon Snow... non, putain. Il nous montre donc une image de Jon Snow juste avant, mais je pense que c'est un piège. Je pense qu'en fait, cette phrase est destinée à Mance Rayder. En effet, donc je pense que vu que Mance Rayder est mort, attention spoiler, chose qu'il n'est pas dans le livre, fin du spoiler. Donc, ce serait un rapport avec Mance Rayder, disant que oui, on pensait que c'était lui qui allait tous nous guider, nous, les sauvageons, mais en fait, c'est quelqu'un d'autre. Bon, après ce quelqu'un d'autre... vous vous doutez de qui c'est? Voilà, pas vous faire un dessin. Ensuite, on a un dialogue intéressant entre The High Sparrow, enfin le haut moineau, le grand moineau, et Jaime Lannister. Le moineau dit « Vous verseriez du sang dans cet endroit sacré ?» Puis Jaime répond « Les dieux n'en ont rien à foutre, en gros. Ils ont versé eux-mêmes plus de sang que nous tous combinés. » Donc j'ai trouvé que cette phrase n'était pas forcément porteuse d'un certain sens, mais par contre elle était assez badass et cool, et je pense que c'est assez représentatif de l'état d'esprit, de l'humeur dans lequel sera Jaime cette saison. On a également une phrase de Jaqen H'ghar qui dit donc la chose suivante: une fille a reçu une seconde chance, il n'y en aura pas une troisième. Donc, à mon avis, ils vont lui donner une seconde chance, ils vont lui reconfier une mission. Si elle peut la porter à bien, elle sera acceptée dans le temple, sinon elle devra sans doute fuir, ou je ne sais pas moi, rencontrer une punition, une nouvelle punition, mais je pense que cette fois-ci, à ce niveau-là, ce sera la mort. Avant-dernière phrase, il s'agit donc de Cersei qui s'adresse à Tommen, et elle dit donc la chose suivante: montre-leur ce que sont les Lannister, montre-leur ce que l'on fait à nos ennemis. Et donc, en plus d'être assez badass et un petit peu du même ordre que le ton qu'avait employé Jaime, eh bien, c'est assez intéressant parce que là, on voit vraiment, comme je l'avais dit dans la vidéo, hein, que les Lannister se retroussent leurs babines, si vous voulez. Ils se sont acculés dans leur retranchement et du coup, ils vont être beaucoup plus sur la défensive, beaucoup plus agressifs envers leurs ennemis. Enfin, dernière phrase prononcée par quasiment un de mes personnages préférés maintenant, c'est Davos. Il dit la chose suivante: la guerre est entre les morts et les vivants, et ne vous trompez pas, les morts arrivent. Alors, cette phrase est assez intéressante parce que putain, c'est vrai, on les attend depuis 4 saisons, enfin 5 saisons maintenant, les White Walkers, enfin les marcheurs blancs, on les attend et ils ne viennent toujours pas. Alors là, évidemment, je pense que ce sera sans doute la saison où on aura du combat, enfin une confrontation directe au niveau du mur avec les White Walkers, les marcheurs blancs. Avant de partir, je précise que je sais qu'il y a eu un 3e trailer qui est sorti. Alors, j'ai pas du tout fait de vidéo dessus, de toute façon, j'aurais pas le temps. Mais simplement, quelques petites choses à dire à propos de ce trailer. On voit en fait, alors quasiment deux choses intéressantes en fait. La première, c'est un tout petit détail, et je pense que c'est vraiment une spéculation à propos de ce petit détail. C'est pas très important, mais c'est amusant de le noter. On voit en fait dans le coin dans le background d'une vidéo, on voit une silhouette. Et on a vraiment l'impression que c'est Stannis, mais vraiment on a l'impression que c'est Stannis, hein. Je vous le cache pas, c'est un homme avec les cheveux très très courts, enfin une sorte de calvitie, et l'espèce de gorgerin qu'il avait, qu'on l'a toujours vu porter. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez de cette info, moi je pense que c'est intéressant, même si c'est à mon avis une petite spéculation et que je n'y crois pas vraiment. Enfin, deuxième chose à dire à propos, et donc dernière chose à dire à propos de ce deuxième trailer, enfin troisième pardon, eh bien c'est qu'on retrouve Ellaria Sand, pardon, qui est en fait, hein, pour ceux qui lisent le livre, hein, c'est un petit peu... c'est un peu Arianne Martel, un petit peu, hein, même si c'est pas exactement le même personnage, mais voilà, elle a un peu repris le rôle d'Arianne Martel, si vous voulez. Et donc du coup, comme on se retrouve à Dorne, on aura peut-être la suite de ce qui va se passer entre les Lannister et les Martell.
Est-ce qu'il va y avoir une vengeance? Est-ce qu'il va y avoir une guerre? En l'occurrence, j'ai vraiment envie de revoir Doran Martell. J'avais trouvé que ce personnage était vraiment plein de potentiel. Et il y a quand même quelque chose à dire, c'est que on nous a teasé pendant toute la saison 5 avec la grosse hallebarde, la grosse hache de Areo Ota, hein, le garde du corps de Doran Martell. Et je pense que tout ce teasing, toute cette hype autour de ce mec doit forcément aboutir à un moment ou un autre à la décapitation de quelqu'un, forcément. On nous hype pas un mec comme ça et sa force et son arme pour à la fin n'aboutir absolument à rien. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pourra dire sur ce trailer. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé donc de cette bande-annonce, de ce que voilà, des informations que j'ai pu apporter. Dites-moi aussi ce que vous attendez le plus de cette saison. Dites-moi si vous voyez s'il y a des personnages que vous voulez retrouver, s'il y a des intrigues qui vous intéressent plus que d'autres. Moi personnellement, je vous le dis, les intrigues qui vont vraiment m'intéresser, c'est la Bravos, c'est la Mérène et celle au Trident. Voilà, je suis vraiment intéressé par ce qui va se passer avec Brienne et donc avec les Frey et tout ça. Et aussi, je suis intéressé quand même par le personnage de Davos, que j'aime beaucoup, et également le retour de Thoros de Myr, qui est un de mes personnages préférés, un des personnages secondaires préférés. Voilà les amis, donc on se retrouve donc demain ou après-demain pour la review du premier épisode. Donc il me semble que c'est bien demain, hein, si je me trompe alors j'aurais vraiment l'air très con. Mais en tout cas, donc de la premier épisode de la saison 6. Et donc voilà, donc en attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!